Bon, on va remettre l'église au centre du village. La France, comme l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre ou même les Américains, est capable de produire de vrais supercars. Je vous épargne la guéguerre pour savoir quel pays est la paternité de la Bugatti, non. Là, je vous parle d'un rêve d'une fabrication franco-française. Aujourd'hui, je vous parle de Venturi. Pas mal, non? C'est français. En 84, Claude Poirot, ingénieur chez Heuliez à l'époque, partage un café avec son collègue Gérard Godefroy, designer, qui lui raconte son aventure à bord de la Ferrari Dino 246 GT qu'il vient de ramener de l'usine de Liège à Paris pour leur patron. Claude lui confie alors son ambition d'imaginer et créer sa propre supercar. Il n'en faut pas plus pour les deux compères pour investir le garage de Claude. Et cette même année, ce qui n'était à l'origine qu'un exercice de style, un CV sur roue se voit présenté au Salon de Paris avec deux autres comparses, Jean-Pierre Sachot et Jean-Jacques Turcan. Ce constructeur marginal s'appelait le Claude Poirot et sa voiture la Venturi. Si vous voulez une maquette à l'échelle 1-1 de la Venturi. Et oui, aucune faute ici, il s'agit bien d'un Y. La foule est curieuse et très vite le projet attire des investisseurs. H.K. Schaeffer, directeur du style Volkswagen de l'époque, ou encore Jean Danino, fondateur de Facel et Vega, alors âgé de 78 ans, qui y voit le retour de la marque. Mais c'est Hervé Boulan, alors homme d'affaires, qui retiendra l'attention de l'équipe. À l'époque, le prototype en polyester est motorisé par un moteur de Golf GTI, ce qui manque un peu de prestige pour notre cher Hervé, et très vite, il recherche une motorisation qui nous diront plus noble, plus moderne, et il retiendra alors le moteur de la Peugeot 505 Turbo. If you think this is where the French perform best, we suggest you test drive the six-cylinder Peugeot 505. Pendant ce temps, Claude Poirot contacte Jean Rondeau, constructeur et vainqueur des 24 heures du Mans en 1980, et il est vite séduit par le projet Venturi. Une équipe de vainqueurs est alors derrière le projet en 1985, en usant de pièces rapportées, une boîte de vitesse de Citroën CX, une transmission de Murena, et des suspensions provenant de la 205 GTI et de la Renault 25. Et bien entendu, le moteur de la 505, mais ici poussé à 200 chevaux avec un kit prévu à cet effet. En parallèle, ce cher Hervé qui veut concurrencer les Porsche et Ferrari qui sont déjà deux enseignes très bien installées, investit dans une usine flambant neuve à Cholet, la MVS. Manufacture de voitures de sport. Ouais, là au moins c'est clair. Mais malheureusement, ils perdent un metteur au point en or cette année-là, ce cher Jean Rondeau. En 86, Autoconcept réinvestit de l'argent dans l'aventure et deux prototypes remontent le Trocadéro, une rouge et une bleue. Mais les essais dynamiques ne convainquent pas Claude et Hervé qui décident de remplacer le 4 cylindres turbo par le nouvellement arrivé, très connu en France, le V6 PRV. Et si vous nous suivez depuis un moment, vous le savez, ce moteur n'est jamais très bon signe pour la marque qui l'utilise. Mais voilà, la Venturi est prête pour le salon de Paris en 86. Et si le prototype avait attiré foule et investisseurs, les commandes n'explosent pas. La clientèle visée par ce genre de voiture est méfiante. Cependant, les clients qui ont fait confiance reçoivent leur voiture 6 mois après, en 1987, puis en 88, ils présenteront une version cabriolet à la cinématique unique, la Venturi 200 Transcup. Un toit amovible avec une vitre arrière électrique et une Venturi se sent pousser des ailes. L'usine doit pouvoir produire 200 voitures par an, et pour les écoler, ils comptent en vendre un quart à l'étranger en ouvrant des points de vente en Allemagne, au Japon et même aux États-Unis. Mais quand on veut pas, et les ventes ne décollent pas. C'est alors que Didier Primal, le PDG de Prime West, réinvestit dans la marque à une seule condition, nommé Xavier Delachapelle, PDG de Delachapelle, fabricant de répliques de vieilles Bugatti et répliques pour enfants, PDG de MVS. Sa première action, ce sera renommer l'entreprise. MVS devient Venturi. Oui, et oui, fini le Y, place au I. Et surtout le nouveau logo aux couleurs de la France, avec ce très beau gerfaut qui l'orne. Et un tout petit ajustement, les modèles ne porteront plus une dénomination en particulier, leur dénomination deviendra simplement leur puissance. En 90, l'usine déménage à Couéron à côté de Nantes pour produire les Venturi aux côtés des produits de Delachapelle, avec notamment un projet d'envergure assez ouf, parce que si vous connaissez l'espace F1, laissez-moi vous présenter rapidement le parcours. Un monospace V12, un missile sol-sol aux 4 roues motrices, à l'intérieur digne des plus beaux jets privés, dans les années 80. Mais malheureusement, en 91, la concurrence fait son trou. L'Alpine A610 fait son entrée. Alpine d'ailleurs designée par Gérard Godefroy, qui d'ailleurs n'aimait pas trop son nez avant pointu. L'horizon s'obscurcit alors pour Venturi. Mais qu'est-ce qui sauve encore et toujours une marque? La course automobile.
En 92, Stéphane Rattel, alors en train de monter une nouvelle catégorie, le Gentleman Drivers Trophy, choisit Venturi comme voiture de la catégorie. Le principe est simple, les pilotes souvent fortunés achètent la voiture et l'engagent pour l'année, et Venturi s'engage à amener les voitures sur circuit et les entretenir. Ajoutez à cela, en fin de saison, la possibilité de convertir une voiture de compétition en véhicule de tous les jours, vous avez la Venturi 400 Trophy en 400 GT. Et vous obtenez pas moins de 73 ventes la première année. Cette année sera vraiment celle du sport auto. Sous décision de Delachapelle, Venturi s'associe à F1 Larousse pour monter sa propre écurie de F1. Mais ce choix ne plaira pas à un des fondateurs, Claude Poirot, qui décidera de démissionner. En 93, la stratégie du sport auto continue, ils engagent 7 Venturi au Mans avec les 600 LM, mais l'année d'après, changement de direction à nouveau, Herbert O'Neill qui présente la 300 Atlantique avec 280 chevaux, dernière née de Gérard Godefroy qui décidera de quitter l'aventure. En 94, c'est une magnifique année. La catégorie BPR fait son entrée et la 600 LM met une pilule au rêve mouillé des passionnés TikTok, la F40 LM à Spa et Dijon. Et en parallèle, ils mettent la 400 GT aujourd'hui en modèle disponible à la vente. En 95, dernière année pour Venturi au Mans avec nul autre volant qu'un immense passionné, Jean-Paul Belmondo. En route. Mais cette année sera aussi celle du redressement judiciaire. En 96, c'est la liquidation. Pendant un temps, c'est un groupe de Thaïlandais qui en deviendra propriétaire, et en 98, ils sortiront la Venturi Atlantique 300 biturbo. Mais une crise financière en Thaïlande amènera à nouveau la marque dans les limbes. C'est en 2000 qu'un monégasque Gildo Palanca Pastor rachète la marque pour en faire une marque électrique et présente en 2004 la Venturi Fétiche. 4 ans avant la Tesla Roadster, il continuera néanmoins la Venturi GT3 jusqu'à 2005, la dernière thermique de la marque propulsée par un V8 4 litres 2 d'origine Audi. Mais les prototypes ne passeront jamais l'homologation FIA. 2010 et 2012, c'est le record d'endurance pour une électrique, puis plus vraiment de news. Venturi, ou quand la France éternelle montre que, comme ses voisins, elle est un pays d'aventure automobile et une grande industrie s'y faire. La passion n'est pas morte en France et comme le phénix, elle peut encore renaître de ses cendres. Alors toi, tu connaissais Venturi? Tu aurais aimé en posséder une? Dis-moi ton avis en commentaire sur ces voitures-là. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'au travers du rêve qu'est cette chaîne, j'espère pouvoir en conduire une. C'était Mario pour Racing Lovers, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, restez tunés.